Bonjour, mon nom est Sabrina Arsenault. Je suis gestionnaire des services pour les membres de l'entourage à la Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, ainsi qu'art-thérapeute professionnel. Je travaille en proche aidance depuis plus de 6 ans, ainsi qu'en santé mentale depuis 13 ans. Aujourd'hui, ensemble, on va débuter par essayer de comprendre qu'est-ce que la proche aidance. Débutons par une activité brise-glace. Pensons-y ensemble. Quel chapeau portent les parents dans un contexte de handicap? Certains parents diront par exemple qu'ils se sentent conducteurs de taxi ou conductrices de taxi, étant donné qu'ils assurent la présence à de multitudes de rendez-vous, ou qu'ils assurent par exemple des activités de socialisation pour leurs enfants, autant leur enfant a besoin particuliers que la sœur ou la fratrie. D'autres diront qu'ils se sentent infirmiers, infirmières, puisqu'ils assurent le gavage, qu'ils offrent des soins particuliers, disons des injections, et etc. D'autres diront, moi je me sens comme un docteur, je suis tellement impliquée dans le remaniement, le dosage de la médication, dans la connaissance de tous les termes spécifiques. Je me sens aussi, par exemple, psychologue ou thérapeute, parce que je soutiens mon partenaire qui vit, par exemple, une dépression ou autre. D'autres diront qu'ils se sentent techniciens en éducation spécialisée avec leur tableau de renforcement ou leur calendrier imagé, leur pictogramme. Et d'autres encore diront qu'ils sont comme des préposés aux bénéficiaires en répondant aux multiples besoins au niveau des soins d'hygiène, au niveau des soins alimentaires. Donc on peut déjà voir ensemble qu'il y a une pluralité des chapeaux qu'ont l'impression de porter les parents. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Explorons ensemble quelques paroles de personnes, de parents proches aidants. La parentalité m'a frappée à grands fouets. Le temps passe et j'avoue ne plus savoir qui je suis, ni même ce que j'aime. J'ai tellement dû investir dans la santé de mon enfant que je me suis perdue. Ici, on peut remarquer un sentiment de perte identitaire. De là, parfois, lorsque les parents appellent, pour souvent être à la recherche de services pour leur enfant, on réalise que lorsqu'on leur demande, par exemple, comment allez-vous? Que faites-vous pour vous faire du bien? Tout à coup, il y a un silence qui est glacial. J'avoue écouter parfois mes amis avec une seule oreille. Ils me parlent de leurs défis de jeunes parents. S'ils savaient comme j'ai envie d'avoir un enfant neurotypique. Des fois, j'aimerais avoir leurs défis. Certains parents disent avoir de la difficulté à connecter avec leur entourage, comme ce fut le cas avant leur situation de proche aidance, parce qu'ils vivent des situations différentes, atypiques, particulières, et peuvent ressentir le fait d'être jugés peut-être, de n'être pas compris par leur entourage, puis même parfois de vivre peut-être moins d'empathie ou avoir moins de capacité d'écoute pour les gens autour d'eux. Lorsqu'on m'a dit félicitations pour votre bébé, j'ai réalisé que c'était la première fois qu'on me disait cela en 1 an. Je me suis mis à pleurer. Cette phrase me permet de s'apercevoir que même l'équipe médicale peut parfois traiter différemment les parents proches aidants. Dans leurs commentaires, dans leurs actions, dans l'expression de leur visage, parfois les parents le sentent. On me dit pourquoi tu es fâchée? Je réponds je suis pas fâchée, je suis fatiguée. Cette fatigue, cette grande fatigue, cet épuisement même, peut amener des difficultés au niveau des interactions sociales. À un certain moment, je ne suis plus tolérant au conseil. C'est tellement irritant de se faire dire quoi faire. S'ils vivaient notre réalité, ils comprendraient qu'on fait de notre mieux. Un point, c'est tout. Parfois, les coparents reçoivent des conseils qui s'adressent souvent à beaucoup de personnes. Mais est-ce que ces conseils sont vraiment adéquats dans cette situation précise? Parce que vivre une situation particulière en contexte de proche aidance nécessite parfois des conseils particuliers, bien adaptés à la situation. Lorsque je rencontre des professionnels, j'avoue dire oui, oui, par peur de perdre des services. Je n'ose pas vraiment m'exprimer. On peut s'entendre que des ressources, il en manque. Donc parfois, des parents vont acquiescer, vont dire oui, oui, vont avancer avec des plans qui ne leur conviennent pas réellement. Puis c'est dommage pour l'équipe qui travaille autour d'eux, pour les parents eux-mêmes, de se priver de ces bons conseils, de ce soutien venant de la part des professionnels. Mais si on se met dans la peau des parents, on peut s'apercevoir qu'il y a une certaine pression à à mettre en place parfois des propositions, des suggestions dans leur quotidien qui peut-être ne leur conviennent pas. Et maintenant, réfléchissons ensemble. Quelle est la terminologie adéquate à utiliser dans un contexte
de proche aidance. Est-ce qu'on appelle les parents des parents? Est-ce qu'on les appelle aidants naturels, des proches, des membres de l'entourage, des parents proches aidants? En fait, de base, questionnons-nous à savoir comment est-ce que les parents s'appellent-ils eux-mêmes? Quelle est la terminologie qu'ils emploient? Puis comment partir de là, ensemble? Donc, l'idée n'est pas d'imposer une terminologie associée à la proche aidance, n'est pas de leur imposer un rôle de proche aidant, surtout s'ils ne sont pas rendus à cette étape. On peut remarquer qu'il y a des parents qui vont vivre cette étape très difficilement, puisque lorsqu'on parle de proche aidance, ça peut aussi engager un certain processus de deuil, un deuil profond, puisque ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils intègrent peut-être un diagnostic, une maladie. D'autres parents vont être soulagés par ce terme en se disant: «Ah, il y a un terme pour ce que je vis». Donc, chaque expérience est différente. Puis, alors, on peut se questionner à savoir, est-ce qu'un parent peut être parent et proche aidant à la fois? Eh bien, évidemment que la réponse est oui. Mais c'est vraiment de travailler avec le parent pour avoir un vocabulaire qui fait du sens pour lui, pour elle. Puis, autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'une personne, un parent, peut porter différents chapeaux de proche aidant? Encore là, la réponse est oui, à nouveau, puisque le parent peut non seulement avoir un chapeau de proche aidant pour son enfant ayant des besoins particuliers, par exemple, mais aussi pour son propre partenaire qui vit, par exemple, une dépression, un épuisement professionnel ou qui a lui aussi un trouble du spectre de l'autisme peut-être. Il peut aussi, par-dessus cette réalité, avoir un chapeau de proche aidant pour un parent, pour un ami, un collègue. Donc, c'est là qu'on se rend compte que plus qu'il y a de chapeaux de personnes proches aidantes, plus qu'on peut s'attendre à une particularité au niveau de la réalité. Donc, c'est important de pouvoir s'y adapter. Alors, voyons voir ensemble la définition d'un proche aidant selon la loi visant à reconnaître et à soutenir des personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives. Un proche aidant désigne toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien significatif à un membre de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu'il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre non professionnel dans un cadre informel et sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité du membre de l'entourage, qu'elle soit physique, psychique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel et l'organisation des soins. Pour mieux comprendre la réalité des parents, dans une réalité où un de leurs enfants ou plusieurs de leurs enfants a des besoins particuliers, nous allons survoler ensemble l'accueil du diagnostic, la réalité de la fratrie, ainsi que le prendre soin de soi pour terminer avec les ressources. Alors, réfléchissons ensemble à la période de l'accueil du diagnostic. Avant même d'accueillir un diagnostic, on peut s'entendre qu'il y a souvent des investigations, des inquiétudes peut-être, des questionnements, puisque rapidement les parents peuvent sentir l'équipe professionnelle autour d'eux, avoir un langage non verbal un petit peu inquiétant, particulier, des recherches sur Internet qui peuvent démontrer différents scénarios. Donc, à la base, chaque parent réagit de manière différente. Certains peuvent vivre un choc immédiat, se mettre à pleurer. Une dame disait: moi, je me suis mis à pleurer puis j'ai pas arrêté jusqu'au lendemain, là. Lorsque j'ai su le diagnostic de mon enfant, c'est venu me frapper en plein visage. D'autres peuvent être fixés peut-être plus dans l'action, dans l'écoute, dans la prise de notes, dans la recherche, dans le concret. D'autres se sentiront seuls parce que, après avoir quitté l'hôpital ou le cabinet, après être retournés seuls à la maison, ils réalisent que, oh, c'est la réalité. Ce que je vis, c'est vrai. Puis le soir ou la semaine d'après, ils peuvent se sentir extrêmement isolés parce qu'ils vivent. Et sans parler de ceux qui ont un sentiment d'injustice. On s'entend vraiment légitime en regardant, par exemple, courir des enfants neurotypiques, en regardant, par exemple, des mères s'exclamer de joie par rapport à leur grossesse, puis sachant que peut-être eux-mêmes portent un enfant ayant une maladie ou autre. Donc le sentiment est vraiment difficile à porter parfois. Et d'autres encore vont être dans l'acceptation d'un diagnostic, vont poursuivre une grossesse avec joie, même sachant qu'il y a une déficience, une différence chez leurs enfants et en seront fiers.
de pouvoir contribuer à la société. Donc, chaque situation est différente. Puis l'accueil du diagnostic est vraiment un moment pour qui plusieurs est un moment vraiment marquant. Que 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, 25 ans plus tard, on en parle comme si c'était la veille que ça s'était passé. Donc, comment, ensemble, on peut réfléchir à pouvoir atténuer, adoucir peut-être ces moments-là. Ça peut être simplement par offrir un dépliant lors de l'annonce du diagnostic, faire un rappel, un suivi. Donc, voir qu'est-ce qu'ils vivent, ces parents, qu'est-ce que la famille vit, qu'est-ce que la fratrie vit, pour pouvoir offrir les services nécessaires puis adéquats dans ces situations-là. En parlant de fratrie, est-ce qu'on les inclut? Est-ce que les parents ont la force de les inclure? Je dis ça puisque plusieurs parents vont devoir, dans un premier temps, déjà prendre soin d'eux. C'est pas facile, parfois. On vit des hauts, des bas, on est résilient, on est fort. Mais de là à annoncer à le frère ou la sœur, à son enfant, qu'on attend un bébé ayant certaines différences, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a un livre qui nous indique point par point comment est-ce qu'on s'y prend? Jusqu'à où est-ce qu'il faut aller? Il y en a qui vont tenir les enfants à l'écart de certaines discussions pour les protéger. Puis encore là, c'est bien normal. Mais en même temps, on peut se questionner à savoir réellement le frère, la sœur. Tu sais, lorsqu'on dit que les enfants ont des antennes, les enfants ressentent tout. Bien, à ce moment-là, on peut se questionner sur qu'est-ce que le frère ou la sœur comprend de la situation. Peut-être que leur imagination aussi leur permettre d'aller combler les vides, les informations qu'ils n'ont pas. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner de manière préventive pour qu'ils puissent déjà s'adapter de manière optimale à leur réalité? Et en tant que fratrie, plusieurs qualités même peuvent découler de cette expérience, hein. Donc, c'est pas une expérience blanche ou noire, là. C'est une expérience qui permet, par exemple, de développer sa sensibilité. C'est une expérience qui permet d'accepter peut-être davantage la différence. Donc, il y a des belles forces qui vont pouvoir être développées chez les jeunes proches aidants, parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour être une personne proche aidante. On peut parler de résilience aussi, on peut parler d'écoute, on peut parler d'adaptabilité. Mais parmi les qualités qu'ils vont pouvoir développer, les forces, bien certainement, généralement, ils vivent aussi des défis. Des défis reliés à la sphère personnelle, à savoir qui suis-je? Des défis sociaux. Est-ce que j'aime inviter des amis à la maison? Est-ce que j'ose en inviter? Parce que parfois, je peux me sentir coupable, gênée même par rapport à la situation de mon frère, de ma sœur en situation de handicap. Même au niveau scolaire. Est-ce qu'on sait, au niveau, disons même la garderie ou au niveau des écoles, est-ce qu'on sait lorsqu'un jeune est en situation de proche aidance? Pas vraiment, c'est pas dans les questionnaires initiaux. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment un portrait de ce que l'enfant vit réellement. Et on s'entend qu'avoir un grand-père, une grand-mère vivant avec un cancer ou une maladie, ayant un frère ou une sœur différente, ayant un parent qui vit une situation en santé mentale, va avoir directement un impact sur la vie scolaire de l'enfant, la vie académique, la vie sociale. Malgré les belles forces, les belles qualités que les jeunes personnes proches aidantes développent, on peut s'entendre qu'il y a des défis sur la route. Il y a des défis autant au niveau personnel, il y a des défis au niveau familial, à savoir quelle est ma place. Est-ce que je suis bien ancrée dans une place d'enfant ou est-ce que même j'ai peut-être développé une certaine parentification, hein, à être comme un mini-parent dans certaines situations? Est-ce que j'ai des défis scolaires? Comme à l'école, est-ce que des questionnaires nous permettent de pouvoir bien comprendre, saisir la réalité du jeune proche aidant? Est-ce qu'on sait si il a un rôle finalement auprès d'un grand-parent qui vit peut-être avec une maladie, un cancer, un parent qui a peut-être des défis au niveau de sa santé mentale, un frère ou une sœur différente? Donc réellement, ça a des impacts sur le cursus scolaire, le cursus académique, la présence, la fatigue, même au niveau de la sphère sociale. Est-ce que les enfants se sentent à l'aise de parler de leur réalité? Parfois, il y en a qui vont nommer qu'ils vivent de la honte, de la gêne par rapport à une situation. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ouvriront jamais ce type de sujet avec les autres. Donc, on peut voir là peut-être même un isolement déjà en bas âge. Donc, c'est vraiment
une réalité à considérer dans l'intervention, dans notre soutien envers les enfants. Puis plus on est dans la prévention, bien évidemment, mieux à long terme ils vont pouvoir se développer. Puis lorsqu'on parle, par exemple, aussi de défis familiaux, bien, on peut s'entendre que certains parents vont parfois nommer qu'ils se sentent mal, coupables de ne pas pouvoir offrir autant au frère ou à la sœur dits neurotypiques, puisqu'ils n'ont plus d'énergie. Puis en même temps, on peut les comprendre, hein. C'est pas facile d'être dans le quotidien à déployer tant d'efforts pour répondre à des besoins parfois très variés. Donc, on a parlé ensemble des parents, des fratries, puis on se rend compte que chaque rôle a ses propres particularités. Maintenant, on peut se dire la même chose pour une multitude de rôles. Par exemple, si on se penche un petit peu sur le vécu des grands-parents. Les grands-parents, parfois, peuvent se sentir inadéquats, peut-être, peuvent avoir des questionnements, peuvent même se surinvestir au-delà de ce que leur énergie leur permet. Donc, c'est difficile parfois de trouver sa place en tant que personne proche aidante. Puis là, on parle de grands-parents, mais on pourrait aussi ajouter le rôle des amis, des collègues, parce que oui, en tant qu'amis et collègues, on peut aussi être des personnes proches aidantes. On pourrait aussi ajouter le rôle de proche aidant auprès de son conjoint, de sa conjointe, de son partenaire, en bref, hein, qui vit peut-être des situations difficiles. Dans une relation de coparents, on peut aussi réaliser que parfois, ils vivent des phases. Il y en a qui se disent qu'ils se donnent même parfois la touch. Donc, il y en a un qui peut vivre une phase où il y a de l'énergie, où ça va bien, où il sent qu'il est capable. Puis en contrepartie, ben, il y a l'autre coparent qui vit peut-être une phase plus difficile et là, hop, lorsqu'il va mieux, mais l'autre parent peut sombrer à ce moment-là en baissant les armes. Donc on se rend compte que chaque situation est différente, puis ça nécessite aussi beaucoup d'énergie peut-être au quotidien pour ses parents. De là l'importance de prendre soin de soi. Puis ça arrive souvent qu'on parle de prendre soin de soi aux parents, mais est-ce qu'il y a des particularités peut-être? Est-ce qu'il y a certains éléments qu'il faudrait prendre en considération lorsqu'on parle de ce fameux prendre soin de soi à des coparents qui vivent dans une situation de handicap? En explorant comme ça les réalités des personnes proches aidantes, on peut réaliser qu'ils ont des besoins particuliers bien à eux en fonction de leur réalité. Les besoins, souvent nommés par les parents, puis même reconnus au niveau statistique, c'est le besoin de répit, ainsi que le besoin d'aide à domicile. Puis on s'aperçoit que lorsque ces besoins ne sont pas adéquatement répondus, souvent il va y avoir un besoin plus accru au niveau psychologique, émotionnel. À ça, on peut ajouter le besoin d'informations de qualité. Parce qu'on l'a dit tantôt, hein, parfois les diagnostics peuvent être difficiles à accepter. Puis parfois, on n'est pas nécessairement en mesure de pouvoir émotionnellement intégrer ces informations-là au moment où les informations nous sont communiquées. Donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, bien comprendre la symptomatologie au niveau des diagnostics? Bien comprendre les effets secondaires, par exemple, de la médication? Bien connaître les ressources qui nous entourent. Donc, cette information, les coparents en ont besoin. Il y a aussi un besoin de transfert des connaissances puis de formation. Par exemple, lorsqu'il y a des préposés aux bénéficiaires ou des infirmiers infirmières dans le système de santé, ils vont avoir certaines formations au niveau, par exemple, des déplacements sécuritaires pour ne pas se blesser. Est-ce que les coparents ont cette formation? Parce qu'on se rappelle, c'est eux qui, au quotidien, jour et nuit, souvent, vont prodiguer des soins à leurs enfants. Donc, non seulement au niveau des déplacements sécuritaires, mais au niveau aussi de l'intervention. Donc, comment est-ce que je fais du renforcement? Au niveau éducatif, comment est-ce que je m'y prends? Puis à ça s'ajoutent aussi tous les besoins au niveau du matériel adapté. Parce qu'on s'entend que différents besoins, tels le gavage, les soins d'hygiène, les soins alimentaires particuliers, les soins au niveau des déplacements, tout ça nécessite parfois du matériel adapté qui peut être très cher. Donc, ils ont besoin de ressources souvent. Toutes ces réflexions autour de la prochaine nous amènent clairement à réaliser que les coparents, c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Puis souvent, leur entourage, avec de très bonnes intentions, vont les encourager à prendre soin d'eux. Mais parfois, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que certaines idées, conseils peuvent apporter comme une pression additionnelle sur le vécu des parents, puis peut même créer un fossé entre les parents et leur entourage. Donc, comment s'y prendre? Comment être adéquat par rapport à comment on les soutient?
On peut s'entendre que prendre soin de soi peut parfois être fait à travers de très simples gestes qui sont vraiment à valoriser. Comme par exemple, dire oui à un événement, dire oui à de l'aide, ou simplement dire non à une opportunité, dire non même à une discussion dans laquelle on n'est pas confortable. Donc, affirmer le fait que, écoute, présentement, la discussion ne me rend pas confortable, ça m'angoisse, est-ce qu'on peut l'arrêter s'il te plaît? Il y a aussi peut-être la possibilité de déléguer des tâches, de s'entourer d'une équipe professionnelle. On peut aussi réfléchir à comment simplifier des activités, des attentes, un voyage même. Comment est-ce qu'on peut le simplifier pour que ça soit peut-être moins lourd au niveau des tâches connexes? On peut même peut-être savourer un moment qu'on vit déjà. Parce que plusieurs vont dire, j'ai pas le temps, j'ai de la difficulté à prendre soin de moi, à prendre une douche. Donc, des fois, c'est simplement de vivre un moment du quotidien différemment. Comme par exemple, lorsqu'on prend un thé, un café, est-ce qu'on peut toucher, ressentir cette chaleur, fermer ses yeux ne serait-ce qu'un instant? Puis ça peut faire une différence. Ou bien peut-être porter une attention particulière aux rayons du soleil qui traversent les arbres cette journée-là en allant porter son enfant. C'est des petits moments doux qu'on peut peut-être prendre dans le quotidien. Puis ça fait du bien. Puis parfois, la pression du quotidien amène les coparents à être exigeants, à être dans l'action, à devoir faire des tâches, devoir être vraiment focus sur les responsabilités qu'ils ont. Donc, comment est-ce qu'on peut les emmener doucement à s'accepter, à être indulgents, à être dans l'autocompassion? Puis, on s'entend aussi, on avait parlé de perte identitaire tantôt. Eh bien, comment est-ce que les parents peuvent retrouver un petit peu qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils aiment, par exemple, dessiner? Mais si c'est le cas, peut-être mettre accessible des crayons, un papier sur le coin d'une table pour que ça soit facile d'accès. Est-ce qu'ils aiment lire? Donc, peut-être choisir d'emblée son livre puis le mettre accessible. Donc, c'est des petites actions comme ça qui permettent à cibler les intérêts. Puis, si un petit espace le permet dans leur journée, bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir prendre soin d'eux de cette manière-là. Donc, en somme, chaque personne prend soin de soi de manière différente. Donc, on peut s'entendre que peut-être des recommandations comme va au restaurant, prenez un temps ensemble, là, une soirée, là, un petit 2, 3 heures. Mais parfois, c'est pas nécessairement réaliste pour certains parents parce qu'il faut qu'ils trouvent une gardienne qui connaît les besoins particuliers de leur enfant, il faut la former. Il faut peut-être faire face à la désorganisation de son enfant, quelques jours des fois avant la sortie. Pendant cette soirée au restaurant, peut-être est-ce que les parents sont appelés 1, 2, 3 fois pour des questionnements, des inquiétudes. Puis après la sortie au restaurant, qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce que la routine du sommeil de leur enfant a changé, tout ça? Donc ça, c'est un petit exemple pour démontrer à quel point parfois, oups, c'est peut-être important de prendre un petit recul par rapport à une situation pour pouvoir être un petit peu plus adéquat dans comment on intervient auprès d'eux. Heureusement, ces parents sont pas seuls. Puis il y a des services spécifiquement créés, conçus pour eux. Parmi ces services, on peut y trouver l'appui, offrant un service téléphonique, offrant de l'information de qualité, offrant des formations aussi. On peut y trouver CAPS sur la santé mentale, anciennement connu sous le nom de Réseau avant de craquer, donc pour les proches aidants spécifiquement dans un contexte de santé mentale. On peut aller sur Internet puis trouver facilement Proche Aidance Québec qui déploie des énergies incroyables pour pouvoir générer des statistiques, des connaissances, pour pouvoir sensibiliser sur la proche aidance. Bibliosanté vous permet aussi d'en savoir davantage sur qu'est-ce qui est accessible au niveau, par exemple, des livres, des documentaires, des films, pour se mettre encore plus au fait de la proche aidance. Il y a aussi l'accompagnateur, qui est une ressource incroyable offrant des formations, des conférences. Et parmi ces ressources, l'appui Proche Aidance Québec et l'accompagnateur offrent des beaux répertoires pour pouvoir cibler les ressources autour de vous en fonction des régions, en fonction des besoins. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. En espérant que cette vidéo vous aidera à encore mieux soutenir les coparents, proches aidants autour de vous, que ce soit sur une base personnelle ou dans votre sphère professionnelle. Si vous le souhaitez, on vous invite à regarder la vidéo de Florence qui illustre bien la réalité des parents. Puis à travers leur expérience, on peut aussi voir
sentir les beaux moments, les défis, mais aussi des beaux, puisque évidemment que dans une réalité de proche aidance, il y a des hauts, des bas, mais des moments magnifiques.